il y a toujours eu entre le Front National, entre vous et une majorité de chrétiens, l'Église de France d'ailleurs, au moins une divergence de fond concernant l'accueil de l'étranger. Pour les chrétiens, c'est l'évangile de Matthieu, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Vous vous sentez un peu exploité, cette peur qu'ont les Français, surtout en période de crise, cette peur de l'étranger. Alors je voudrais vous présenter un chiffre qui va apparaître. Là, c'est le chiffre de la semaine. 334 milliards d'euros chaque année sont transférés par les migrants dans les pays qu'on a accueillis chez nous, ce qui est 4 fois plus que l'aide internationale. Comment vous réagissez devant un chiffre comme ça? Est-ce que c'est pas une bonne manière de rééquilibrer entre les pays riches et les pays pauvres? Non, monsieur, ce n'est pas une bonne manière. C'est la pire des manières. D'abord, je tiens à vous dire tout de même que, d'abord, je ne développe pas et je ne surfe pas sur la peur de l'étranger. Je n'ai d'ailleurs jamais mis en cause les immigrés en tant que personne. Je crois d'ailleurs que le Front National ne l'a jamais fait dans toute son histoire, qui à de multiples reprises a rappelé que nous luttions contre l'immigration, mais que nous tenions comme exclusivement responsables des problématiques liées à l'immigration, non pas les immigrés eux-mêmes, mais les dirigeants politiques qui ont soutenu et développé cette politique d'immigration. Deuxièmement, je voudrais vous rappeler que, en toutes circonstances, les papes, et notamment Jean-Paul II et Benoît XVI, ont rappelé que les États ont le droit de fixer, de réguler l'immigration en fonction, évidemment, de l'intérêt de leur propre population. Et que s'il fallait accueillir lorsque l'État, et dans les conditions que l'État détermine des étrangers, ces étrangers, le chemin d'intégration, comme le disait Benoît XVI, comprend des droits et des devoirs, hein, et notamment le devoir de se fondre pour le migrant dans les lois et les valeurs du pays qui l'accueille. Et c'est bien cela qui aujourd'hui pose un vrai souci. Quant à votre chiffre, il est catastrophique. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui 5 millions de chômeurs. Nous avons 8 millions de pauvres en France. Nous avons un Français sur 3 qui ne se soigne pas correctement parce qu'il n'en a plus les moyens. Nous voyons se développer et se multiplier les retraités pauvres, qui eux-mêmes sont obligés, ce qui est tout de même paradoxal, d'émigrer dans des pays tels que les pays du Maghreb, pour pouvoir, avec la toute petite retraite qu'ils ont, continuer à avoir une vie à peu près correcte. Alors moi j'ai toujours dit, et nous avons toujours dit, que nous étions pour le co-développement, que nous considérions qu'il était beaucoup plus intelligent justement d'aider les pays d'immigration à se développer économiquement, à éduquer, si vous voulez, une élite qui puisse permettre au développement de ces pays, plutôt que d'accueillir une immigration qui bien souvent, il faut bien le dire, en tout cas une partie d'entre elles, vit sur les aides sociales que la communauté nationale verse pour renvoyer l'argent dans leur pays d'origine. Et permettez-moi, je vous rappelle encore le message de Benoît XVI qui, je crois que c'était la 99e journée du migrant, qui disait que le premier des droits, c'est le droit de ne pas émigrer, c'est-à-dire de vivre correctement dans son pays d'origine. Alors vous voyez bien que les chiffres qui sont donnés là vont exactement à l'inverse de la politique qui a été menée, politique dite de l'immigration choisie, qui consiste à aller chercher dans ces pays les élites, hein, de les amener ici pour les payer à moitié prix et de priver donc les pays de tout développement économique possible. Si ce n'est qu'avec la priorité ou la préférence nationale, même un migrant, un étranger qui est accueilli en France et qui respecte les lois de la République, vous ne donnez pas les mêmes droits que les Français. Ah, c'est vrai? Non, je lui donne les mêmes. Disons que je fais une hiérarchie. Je considère qu'il y a une priorité d'accès à l'emploi et au logement social pour ceux qui ont la nationalité française. Mais alors moi, j'aimerais que vous me sortiez un texte de l'Église, hein, qui interdise cette priorité nationale ou qui la condamne,
Moi, je n'en ai pas vu, en tout cas. Ça n'a pas été porté à ma connaissance. Voilà. En janvier, ça fera 2 ans que vous êtes que vous présidez le Front National. Le Front National n'a pas 2 députés, contrairement à ce qu'on dit généralement, mais un seul, Marion Maréchal-Le Pen, parce que Gilbert Collard a été élu au sein du rassemblement que vous avez créé pour les législatives, il n'est pas membre du FN. Est-ce que le fait que personne comme Gilbert Collard ne veuille pas adhérer au FN, ce n'est pas le signe d'un échec pour vous en tant que présidente du FN? Non mais écoutez, d'abord, ça n'est pas vrai. Il a dit à plusieurs reprises que si je lui avais demandé de le faire, il l'aurait fait. Le fait est que... Je pense que cette division que vous faites n'a pas de sens, pour une raison simple, c'est que le Rassemblement Bleu Marine a été la plateforme législative. Bon. Dans ce Rassemblement Bleu Marine, l'objectif était justement de pouvoir présenter, évidemment, l'immense majorité qui étaient des candidats du Front National, mais de pouvoir ouvrir à des candidatures qui soient des candidatures de rassemblement pour créer demain la force politique qui nous permette d'arriver au pouvoir. Bon. Il faut continuer cela. Ça n'était pas un coup politique, le Rassemblement Bleu Marine. C'est une philosophie. Je veux dire, la philosophie, c'est d'ouvrir les portes d'un plus vaste rassemblement, y compris à des gens qui ne voudraient pas appartenir à tel ou tel parti politique, mais qui veulent participer au combat politique et notamment aux combats électoraux de demain. Nous aurons l'occasion de retrouver le Rassemblement Bleu Marine pendant les municipales qui, dans un certain nombre de villes, servira également à pouvoir construire cette force alternative pour pouvoir développer l'implantation locale dont je considère qu'elle est absolument fondamentale. Vous ne demandez pas pourquoi ces gens-là n'adhèrent pas directement au FN? Mais parce que, encore une fois, nous sommes dans une démarche d'accession au pouvoir. Donc j'ai une double responsabilité. J'ai la responsabilité de développer le mouvement politique dont je suis la présidente, mais j'ai aussi la responsabilité d'attirer et de rassembler autour de moi 50% des Français plus 1. Parce que je ne suis pas dans une candidature de témoignage permanente. Moi, je suis là pour arriver au pouvoir, pour appliquer mes idées, vous voyez, parce que je pense que si nous ne le faisons pas, notre pays ira de mal en pis, que peut-être même sa survie est en cause. Et dans ces conditions-là, je crois que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où il faut créer ce grand rassemblement. Demain, des gens viendront participer à ce rassemblement. Peut-être même d'autres partis politiques, d'ailleurs. Vous voyez bien que si on ne pouvait pas faire ce rassemblement-là, qui puisse, aligner le Front National, aujourd'hui le Ciel, et peut-être demain d'autres mouvements politiques ou d'autres personnalités qui voudront s'adjoindre à nous, eh bien, nous n'arriverons pas au pouvoir. Vous attendez des partis politiques qui vous rejoignent? Mais je l'espère. J'œuvre pour cela, je me bats pour cela, bien sûr. Je me bats pour ce rassemblement des patriotes, dont je considère qu'il y en a d'ailleurs à droite et à gauche, et dont certains sont en train de prendre conscience, depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande, que et l'UMP et le PS sont engagés résolument dans la voie de l'abandon de la souveraineté française, et donc de l'abandon de l'identité française, et soumis à un système économique, qui est un système économique profondément destructeur, tant d'ailleurs de l'économie elle-même que d'un système social auquel nous sommes attachés, mais aussi de l'homme. Parce que c'est ça aussi un système économique. Qui en prend conscience aujourd'hui, là? Ah bah je pense à un certain nombre de gens qui ont voté pour François Hollande, et notamment des socialistes, des électeurs. Moi je les croise dans la rue, je les rencontre. Hier j'étais au marché d'Hénin-Beaumont, de Oigny, j'ai vu ces électeurs qui ont voté pour François Hollande. Mais qui pourrait vous rejoindre là? Mais en tant que personne politique, j'entends. Mais encore une fois, tous ceux qui le veulent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de nom particulier. Alors d'abord, il y aura peut-être une partie des électeurs ou des adhérents de l'UMP qui prendront conscience dans les mois qui viennent que ni M. Copé ni M. Fillon ne sont prêts à s'opposer à l'abandon de la souveraineté française. C'est pareil, Copé-Fillon, pour vous, ah oui, je pense quel que soit l'un ou l'autre qui soit président de la même chose. l'UMP. Bon, qui prendront conscience que l'UMP et le PS, en tout cas leurs dirigeants, sont engagés, encore une fois, dans un processus qui est le processus du fédéralisme européen, qui est soumis à une idéologie que je considère comme totalitaire, qui est l'idéologie du mondialisme. Or, cette idéologie est profondément contraire à l'intérêt de l'humain, à la valeur de l'humain, à la notion que nous avons de l'être humain. Moi, je ne comprends pas, je ne conçois pas, et je vous dis clairement d'ailleurs, je ne conçois pas
que des gens qui sont attachés aux préceptes, par exemple, de la religion catholique puissent se satisfaire d'un système économique dont le but essentiel est de faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Je ne conçois pas qu'ils soutiennent un système économique libre-échangiste ultra-libéral qui consiste à aller chercher des esclaves de plus en plus loin, de plus en plus esclaves, qui sont traités aujourd'hui moins que des animaux. Tout ça pour permettre à un certain nombre de faire des profits, et alors même que notre pays en subit les conséquences. J'ai du mal à concevoir ça parce que moi, encore une fois, ma vision d'un système économique n'est pas uniquement les intérêts qui en sont la conséquence, mais quelle est la place de l'homme dans un système économique. Est-ce que vous concevez que des personnes peuvent être d'accord peut-être avec votre volet économique, mais ne pas être d'accord avec le droit du sol, avec la performance nationale? Oui, je peux concevoir qu'un certain nombre soit... Ces gens-là n'ont pas de raison de vous rejoindre s'ils ne sont pas d'accord sur une grande partie du programme. Non mais attendez, moi je peux comprendre d'ailleurs qu'on soit en désaccord, c'est le sens du débat. Bon, maintenant encore une fois, si j'ai fait des propositions, si nous défendons ces positions en matière d'immigration, c'est parce que l'on voit bien tout de même que la politique d'immigration qui est menée est folle. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui sincèrement dire qu'il n'y a aucun problème avec la politique d'immigration qui est menée, que ce soit d'ailleurs dans ses conséquences, que dans ses principes. Le fait de faire venir des personnes sur le territoire français pour contribuer à peser à la baisse sur les salaires, le fait d'importer des chômeurs et de réclamer, si vous voulez, que l'ensemble de la communauté nationale puisse les prendre en charge, on voit bien tout de même que cette politique d'immigration, eh bien, elle est de plus en plus contestée parce qu'elle est de plus en plus contestable. Alors moi, je n'ai pas trouvé dans la classe politique de gens qui apportaient la moindre solution à ce problème d'immigration. Moi, j'en apporte un certain nombre et je pense qu'effectivement, la suppression du droit du sol, c'est-à-dire le concept qui consiste à dire la nationalité s'hérite ou se mérite, et que l'acquisition automatique de la nationalité est en réalité un attrait, une pompe aspirante de l'immigration, voilà, me paraît assez logique. Véronique de la Maisonneuve de RCF vous pose une question. Je voudrais revenir sur le Rassemblement et sur l'UMP. Vous avez dû l'entendre, Najat Belkacem, la porte-parole du gouvernement, a dit que dans le débat actuel entre Copé et Fillon, c'était Marine Le Pen la grande gagnante. Est-ce que, encore une fois, vous avez l'impression que l'UMP marche sur vos pas de bande ? Écoutez, le problème, c'est que Jean-François Copé essaye de mener la même stratégie qu'a mené Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy, sur les conseils de M. Buisson, a fait l'analyse suivante. Une grande partie des électeurs de l'UMP sont beaucoup plus proches des positions du Front National qu'ils ne peuvent l'être des positions, par exemple, du centre ou du Parti Socialiste. Par conséquent, il a fait une campagne qui consistait à tenir sur toute une série de sujets les mêmes propos que ceux du Front National. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir et pendant les 10 ans où ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas appliqué une seule des mesures dont ils parlent beaucoup aujourd'hui. Donc M. Copé a pris cet axe. Mais quelle est sa sincérité ? Je veux dire, c'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Et c'est pas sur ce plateau qu'on va quand même se priver d'analyser la sincérité des hommes et des femmes qui sont engagés dans des combats politiques. Au-delà de la sincérité, il y a par ailleurs une cohérence. On ne peut pas, comme Jean-François Copé, avoir traité le Front National par l'insulte, par le mépris, par le rejet, lui et ses millions d'électeurs, et aujourd'hui faire mine de venir sur son terrain, sur le terrain de ses idées, pour tenter de gagner juste une élection interne. Moi, ce que je dis, c'est que les dirigeants de l'UMP et la base de l'UMP sont séparés par un fossé qui est de plus en plus important. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, après le débat auquel j'ai assisté entre M. Fillon et M. Copé, je ne vois pas de différence. Et j'appelle tous les adhérents de l'UMP qui sont proches de nous à rendre leur carte de l'UMP, à ne pas participer à ce simagrée d'élections et à rejoindre le seul mouvement politique qui, lui, est en même temps cohérent et courageux.